Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a La Casa. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode dans lequel nous avons invité la Koya y Mati Di Giusto. Elle, franco-équatorienne, et lui, franco-argentin, ils nous parleront tous les deux de leur parcours dans la musique. Nous te souhaitons un très bon visionnage et n'oublie pas de t'abonner pour être à l'affût de toutes nos actus, de liker et de commenter si l'épisode t'a plu. Bienvenidos a La Casa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos à La Casa, podcast créé par Artem et Hola, ¿qué tal? Et moi, c'est Maëva, fondatrice du média Hola, ¿qué tal? Aujourd'hui, on a des invités très spéciaux et on va commencer par vous les présenter, en commençant du coup par Alex, qui est avec moi. Tu es le co-animateur, merci d'être là. Merci de m'avoir sélectionné après un podcast, du coup. Merci. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta mission, du coup, dans les collèges en France ? Oui, alors j'ai pour mission au collège et lycée depuis 7 ans déjà, c'est de répandre les cultures latinas et bien pour nos petites têtes, j'allais redire blondes, mais on dit plus du tout ça maintenant, du coup nos petites têtes franciliennes et leur déconstruire leurs présupposés qu'ils ont sur l'Amérique latine ou sur l'espagnol en règle générale, puisqu'il faut décentrer peut-être l'espagnol et aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Donc voilà, je vais essayer de faire la même chose ici avec vous. Super, merci. Parce que du coup, tu es professeur d'espagnol. Oui, tout simplement pour dire que je suis professeur d'espagnol. Voilà, ceux qui s'habillent bizarrement avec des couleurs et qui s'habillent chez Desigual, voilà, pour pas se bravo. Là, je ressemble à un prof de sport, du coup. Et du coup, on est avec toi, la Koya. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est heureux de te recevoir. Donc toi, tu es chanteuse équatorienne. Tu es arrivée en France il y a à peu près 5-6 ans ? Il y a 10 ans. 10 ans, ok. Ah, moi, j'avais gardé en tête que c'était 5 ans, ok. 6 ans à Paris. Ok, bah c'est sûrement pour ça, ouais. Donc, tu as fait des études rien à voir avec la musique à la base. Et la vie et toi, ta passion, t'as toujours fait revenir vers le chant. Yes. Donc on en parlera un peu plus, on approfondira un petit peu pendant l'émission. Et du coup, toi, tu es producteur, directeur musical, sideman aussi. Donc tu as fait des tournées avec des personnes comme Maître Gims, Vita, MHD aussi, il me semble. Et tu es donc le producteur de La Koya maintenant. Exactement. Ok. Je fais tous les morceaux et tout. Super. Et toi, du coup, tu es d'origine argentine. Voilà. Et tes parents sont argentins et toi, tu es né en France. Moi, je suis né en France. Voilà. Ok. Et juste rapidement, comment vous êtes rencontrés ? Dans une jam session. C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où les musiciens se réunissent pour jouer. Tu te connais pas à la base et voilà, tu fais des morceaux ensemble, etc. Et moi, je suis arrivée en France et... en fait, je me suis dit, il faut que je connaissais pas personne qui était dans le monde de la musique. Et pour connaître et rentrer dans le monde de la musique, il faut voir où est-ce qu'ils jouent, en fait. Et du coup, j'ai mis sur Internet les meilleurs jams de Paris. Je suis allée, c'était comment il s'appelait la jam ? J'ai eu un bug. La jam La favela. Jam to the Wild, à la favela chic, où il y avait des icônes, mais incroyables. Je suis arrivée, j'étais genre hallucinée. Et j'ai dit à ma pote, je sors pas d'ici tant que je parle pas avec un musicien. Mm-hmm. Pas pour draguer, non, pour connaître... On dit tout ça. Non, c'est vrai. Ouais. Et le pire, c'est que bon, il me dit, vas-y, parle-lui. Et on parle, je commence à parler un truc en espagnol, hola, ou un truc comme ça. Il me répond en espagnol, et yo, what ? Et en fait, c'était beaucoup plus facile parce que là, je pouvais parler en espagnol et tout. Et je lui ai dit, j'aimerais bien boire un verre avec toi, juste histoire de parler de la musique, de comment c'est ici à Paris, etc. Et du coup, on a commencé à faire des sons ensemble. Bon, en tout cas, en nom de scène, tu as choisi un nom qui est quand même, j'ai pas envie de dire lourd de sens, mais quand même très beau et qui a une vraie signification. Et du coup, on voulait revenir un peu sur ça avec Alex, qui nous a préparé une petite rubrique donc sur les Incas, parce que c'est relié à ça directement, et donc à ta culture équatorienne. Et c'est à ton tour. Merci. C'est vrai qu'on a, en France et en même temps, globalement... un peu partout, lorsqu'on dit les Incas, on pense tout de suite à un peuple, au Pérou. Et en fait, juste en se disant les Incas, en fait, on met de côté
une civilisation, un empire, puisqu'en fait les Incas, si on reste sur ça, on pense juste à un pays, un peuple avec des descendants actuels, alors que si on dit l'Inca, eh bien ça a une vraie réalité historique. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'Inca, c'est le pharaon en fait, c'est-à-dire le chef du peuple, et on n'appelait pas les Incas, c'est pas une ethnie, nous on pense tout le temps les Incas comme si c'était une ethnie, mais en fait c'est l'Inca, c'est juste ça pour parler du monarque, pour parler du chef de cet empire qui à l'époque en 1400 n'était pas encore un empire. Et effectivement, c'est à Cusco que commence Cusco, ce qui veut dire le nombril, hein, qui veut dire en quechua, et c'est de là où part finalement toute la conquête de cette partie de l'Amérique du Sud. Et donc c'est important de dire qu'en Amérique du Sud, il y avait un empire, puisque c'est le seul empire d'Amérique du Sud par ailleurs. Et c'est vrai qu'on a toujours une vision sur l'empire plutôt ethnocentrée en Europe ou en France, mais les Incas ou l'Inca, lui, a véritablement régenté un empire. Et donc c'est parti effectivement de Cusco jusqu'en Bolivie, au Chili, au nord de l'Argentine, tout l'Équateur et jusqu'au sud de la Colombie. Alors ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré environ une centaine d'années, ce qu'on appelait le Tahuantinsuyo en quechua. Le drapeau, c'est le drapeau d'arc-en-ciel. Alors maintenant, quand je le montre à mes élèves, ils ont l'impression d'avoir le drapeau de l'Orgulloso Gay, de la Gay Pride, mais non, c'était le drapeau des Incas. Et c'est marrant au Pérou, parfois les personnes âgées, ils reconnaissent le drapeau du Tahuantinsuyo et les jeunes, ils le mettent davantage sur le drapeau de la Gay Pride, mais c'est vrai que c'est un double sens du coup. Et donc du coup, voilà, c'est les Incas ou l'Inca, on voit que ça n'a pas du tout la même signification. Donc c'est véritablement l'Inca qu'on doit utiliser pour parler du monarque et non pas du peuple. Et en fait, on arrive à cette légende, les Incas, où l'Inca serait né de Manco Cápac et de Mama Ocllo qui seraient sortis du lac Titicaca. C'était un peu les deux Incas originels qui sont sortis du lac, lui avec une lance. Donc Manco Cápac aurait essayé de planter sa lance et il l'a plantée jusqu'à Cusco. Alors si vous voyez un peu entre le lac Titicaca et Cusco, il y a plus de 500 km et en fait c'est seulement à Cusco qu'il a réussi à la planter, donc c'est là où est née véritablement la capitale de ce que sera l'Empire plus tard. Et pourquoi c'est important, c'est de dire que dans la légende déjà de la naissance de l'Inca, eh bien on voit qu'il y a un homme et une femme, et si on voit tout ce qui a été fait en termes de culture, en termes de sculpture, etc., on voit que la femme a véritablement une importance pour cette culture-là. Il faut savoir que il y avait à l'époque, sous l'Empire Inca, une centaine de peuples différents qui finalement vivaient sous l'Empire Inca et non pas un seul. Et ça, c'est important pour comprendre un peu qu'il y a une vraie diversité déjà. Et que c'était la première des unions, en fait, des peuples d'Amérique du Sud. Ça aussi, c'est super important à voir et à comprendre. Il y avait des peuples avant l'Inca. Il y a eu, après les Espagnols, et ça, on en parlera peut-être un peu, mais d'autres influences. Mais il y a eu déjà un avant et un pendant. Et du coup, ça m'amène à cette question-là. La Coya, pourquoi avoir choisi ce nom-là qui est, comme m'a dit tout à l'heure Maëva, n'est pas neutre comme choix? Alors, déjà, moi, je m'appelle Daniela Espinosa. Et de Daniela Espinosa, en Amérique latine, il y en a 10 000. Quand on a l'opportunité de devenir artiste, il y a quelque chose de très, très cool pour moi, c'est que on peut créer tout dès son nom. Et moi, je voulais créer un nom pour moi qui a une signification importante. Et j'habitais à la Nouvelle-Orléans pendant un moment. Et mon meilleur ami là-bas, je lui disais, il faut que je trouve un nom, etc. Et il me demandait, mais du coup, les impératrices Inca, comment elles s'appelaient? Et moi, je ne savais pas. Parce qu'à l'école, je n'ai pas appris le rôle de la femme dans l'Empire. J'avais honte, à vrai dire, parce que vraiment ne pas savoir rien sur le côté féminin de tout cet empire qui a été quand même très très important. Enfin, moi je pense qu'en Équateur il y a beaucoup d'histoires reliées à ça. Notre disons l'Estadio à Quito, il s'appelait l'Estadio Atahualpa. Enfin vraiment on a grandi avec ça, et puis moi je connaissais pas le rôle de la femme et j'ai commencé à diguer, et j'ai pas
trouver énormément de choses. Si vous cliquez sur la Koya, etc., il y a des articles, etc., mais c'est pas non plus très, très, très approfondi. J'ai trouvé qu'elles avaient un rôle super important dans l'Empire. Quand l'empereur, il allait conquérir les différents territoires, c'est elle qui gérait le peuple. Quand il y avait des désastres naturels aussi, c'est elle qui gérait tout. Enfin, elles avaient un pouvoir aussi spirituel très très fort. Et avoir ce rôle-là, ça mérite énormément. Enfin, ça mérite d'être à la hauteur. Et on dit souvent que la société d'Amérique latine est assez patriarcale. Et dans certains aspects, je suis peut-être d'accord, mais le rôle de la femme, il est super important. Et moi, du coup, je voulais porter en lumière ces femmes qui travaillent dans l'ombre, mais dont le rôle est juste crucial, quoi, dans la société et qui méritent avoir plus de lumière. Et du coup, voilà, ça part de la Koya, mais c'est vraiment pour mettre en lumière toutes les femmes qui ont travaillé et qui travaillent dans l'ombre, quoi. Bravo. C'est une belle initiative et c'est... Oui, merci. Non, mais c'est sincère, c'est vraiment très, très... Et du coup, toi, quand tu as appris tout ça, tu t'es dit, bah, c'est vraiment ce nom-là que je pourrais... comment personnifier le mieux Incarner, c'est ça. Incarner, oui, parce que moi, je pense que il y a... Je ne sais pas si vous connaissez l'autrice Maya Angelou, mais... Elle disait un truc qui m'a vraiment marqué dans la vie, c'est que quand par exemple, on va dans un show ou dans une interview de travail ou dans quelque chose qui est important pour nous, on va pas tout seul, même si on est là tout seul. On va avec toi et toutes les personnes qui veulent que tu réussisses. Et toutes les personnes qui t'aiment et tes ancêtres et du coup pour moi c'est super important de me sentir accompagnée dans ce rêve qui est assez qui peut être assez difficile mais qui me donne de la force et du coup pour moi c'était important d'avoir ça dans mon nom aussi. Enfin, je sais pas si Et ce que je pourrais ajouter, c'est qu'en plus, alors il y a quelque chose qui unit un peu tous les peuples latino-américains, c'est pendant très longtemps, il y a eu cette envie de la part notamment des élites d'invisibiliser l'aspect indigène de chaque... alors ça peut aller de l'Argentine avec des politiques de blanchiment, hein, où on a amené aussi des Européens, etc., jusqu'au Mexique. On mettait à la fois en avant les empires et... Bon, les Mayas, les Aztèques, les Incas, et en même temps, on sait il y avait des élites créoles, l'espagnol était la langue, et le portugais, les langues, et le français pour Haïti, et bien des élites, et qu'il fallait qu'elle soit la langue nationale. Et finalement, ça arrivait plutôt au XXe siècle, et de plus en plus, où on revendique eh bien, notre héritage indigène. Et alors là, ça peut aller... c'est très riche. Et il y a un racisme aussi très très fort. Et alors que par exemple quand tu pars à l'étranger, tu vois et tu veux mettre en avant ton pays, tu veux mettre en avant la beauté d'où tu viens. Et par exemple, genre mon collier, il a été acheté à Otavalo. C'est un endroit où il y a des artisans incroyables en Équateur, tu vois. Et les gens, ils voient le collier, c'est très beau. Ah ben, c'est de chez moi. Et c'est d'indigènes équatoriens qui ont fait ça. Et ça fait partie de nous. Nous, on est mestizos. Ouais. Et regarde, par exemple, le mot cholo, ça veut dire de base, c'est les Indiens, mais c'est une façon négative de dire les Indiens. Cholo, et puis voilà, c'est une insulte. Et au fur et à mesure, maintenant, c'est devenu quelque chose qu'on peut se dire entre nous, qui dépasse aussi même le cadre, entre guillemets, des communautés indiennes. Et on s'appelle comme ça. J'ai vu au Pérou, on se dit de plus en plus hey, cholo, cholo. Donc on a réussi à un peu inverser la tendance, le sens, exactement. Ouais, c'est vrai que moi, en fait, ma mère est colombienne, mon père est chilien. Et quand j'allais en Colombie, moi, dans ma famille, t'as des Noirs, t'as des gens qui sont typés Indiens, t'as des gens qui sont typés Indiens hindous, t'as des gens, on dirait des Arabes. Voilà. Et... Pardon. Et en fait, j'entendais souvent des commentaires de membres de ma famille qui parlaient péjorativement des Indiens, enfin des natifs, quoi. Ouais. Et en fait, inconsciemment, moi, je me posais pas de questions, mais en fait, c'était comme si j'avais absorbé ce truc sans le vouloir.
Et un jour, j'avais un ami équatorien qui est très typé. Et on parlait de ça et tout, nanana. Et un jour, il me dit oui, mais moi, je suis typé comme ça. Il y a mucho honor. Enfin, genre... et quand il a dit ça, je me suis dit, mais il a grave raison, en fait. Ouais. Comme mucha honra. Ouais, il a grave raison. Et jamais j'avais pensé à ça. Je me disais, mais en fait, limite, ils doivent avoir honte. Mais tu sais, inconsciemment, j'avais ce truc que des choses que j'avais pu entendre et tout. Et quand il m'a dit ça, dans ma tête, je me suis dit, mais il a grave raison. En vrai, claro, il faut être fier de ces origines-là. Il faut être fier si on a encore la chance d'avoir ce physique-là. Cet héritage. Oui, sûr, voilà, ouais. cet héritage, c'est parce que ça s'est transmis et au final, c'est quelque chose qui est à honorifier. Genre, on a le droit de se sentir, et on doit se sentir fier de ça. Et beaucoup de gens vont préférer peut-être être plus typés européens et tout parce qu'il y a beaucoup de racisme en Amérique latine. Il y a un colorisme en Amérique latine. Quand je dis l'Amérique latine, ça genre... Je parle des Antilles espagnoles qui parlent espagnol, les Antilles qui ne parlent pas espagnol, toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, il y a un colorisme incroyable que même en Europe on a du mal à imaginer en vrai, en termes de goût, en termes de hiérarchie entre guillemets, etc. Ouais, et de plus en plus, là, les choses commencent à changer. Et à travers des artistes comme toi qui, justement, mettent ce côté-là en avant, ça aide aussi à se dire que c'est une fierté et qu'il ne faut surtout pas avoir honte de ses origines et de ses ancêtres et de sa culture et de tellement de choses que souvent, avec tout ce colonialisme qu'il y a eu, on a réussi à faire croire aux populations qu'en fait, il fallait avoir honte de ce qu'ils étaient. Alors que c'est pas du tout le cas. Et par exemple, dans certains morceaux qu'on a fait, notamment La Rosa ou Actitude, dans La Rosa, on a travaillé avec un musicien qui vient d'Otavalo, et José Peguachi. Et il est venu avec son charango, il est venu avec ses flûtes, et il y a eu aussi tout une mise à l'honneur de ces sonorités-là qui sont tellement belles en fait et qui sont tellement relayées, et ça me saoule parce que c'est trop beau et les gens ils doivent connaître et ils doivent apprécier et ils doivent se sentir fiers. Et c'était aussi un plaisir pour moi, en tant que musicienne, de voir comment fonctionnent les instruments avant. Par exemple, on était en hiver et il devait affiner son instrument avec avec du riz pour qu'il y ait la bonne tonalité. Des petits cailloux. Et franchement... Les flûtes de pan, c'est des... Ampollas. Ouais, les ampollas. C'est chaque petit tube fait la note exacte, mais selon comment il est rempli par ces petits cailloux. Tu vois. Par les vibrations, tout ça, genre le poids fait que les vibrations changent. Ouais, c'est plutôt le même, ça réduit la longueur ou la longe, tu vois. Et du coup, ça change la note. Incroyable. Comme ça. Et franchement, c'est une beauté incroyable d'avoir ça. Bien sûr. Et en tout cas, pour ce qui est de ta direction artistique, je trouve que justement, tu mets beaucoup en avant toute cette culture, et on voit dans ton clip... il y avait Actitude, Oui, voilà. Dans le clip Actitude, on voit beaucoup de ta culture. Ouais, dans le clip d'Actitude, je voulais en fait croiser les deux mondes. Je voulais croiser la France et l'Amérique latine. Peut-être si vous voulez d'une manière cliché, mais pour moi, c'était la beauté de mettre le maximum de beauté que je pouvais des deux côtés, les mettre ensemble. Et pour moi, la France, tout le monde sait, tout le monde connaît Paris, la Tour Eiffel, etc. Et pour moi, la danse traditionnelle équatorienne, avec les jupes, avec toutes les couleurs qu'il y a dedans, et c'est d'une beauté mais incroyable. Et j'ai eu la chance de travailler avec ACADE, qui est un groupe de migrants équatoriens qui sont venus des fois dans des conditions qui étaient pas optimales, qu'ils ont fait leur chemin, et que la danse est la manière de se retrouver le pays. Et du coup, je leur ai demandé s'ils pouvaient danser dans mon clip. Et franchement, c'était une expérience hallucinante de voir El Baile de las Cintas. En
fait. Dans le clip, vous allez voir, c'est un palo, comme on vous dit, une pale. Un bâton. Un bâton avec des cintas. Ça a des voyez-vous. Des rubans, c'est comme des longs rubans. Et ils dansent au pied de la Tour Eiffel. Parallèlement, on a fait une nourriture conviviale avec tout le monde. Pour montrer la famille, pour montrer les valeurs de la famille. On a choisi de la nourriture de cette zone andine, quinoa, etc. Enfin, vraiment, c'était de genre de mélanger ces deux mondes et de les mettre en lumière. Et oui, dans mon art, moi, je veux faire ça. Je veux jouer avec tout ce dont j'ai grandi et puis c'est important quoi. Oui, c'est important de mettre ta culture en avant et encore plus avec le nom de scène que tu as choisi quoi. Bah oui. Donc c'est top que tu suives cette ligne directrice. Donc là on a un peu commencé par la fin. Donc tu nous as parlé de pourquoi tu es devenue, pourquoi tu t'es appelée La Cogna et ton clip et en fait ta carrière qui est déjà quand même bien installée. Mais comment tu as commencé la musique ? Et surtout, de ce qu'on s'est dit lors d'une autre interview, c'est que tu n'étais pas forcément destinée à devenir chanteuse au départ. Alors moi, j'ai toujours aimé le chant, la danse. Et en fait, quand j'étais petite, dans une école, après l'école, de chant et de danse. Mais c'est vrai que les études ont été pour moi quelque chose de très, très fort dans ma vie. J'étais une bonne élève. Mais ça m'a permis de venir ici en France, en fait. Ça m'a ouvert les portes d'un autre pays. Et puis j'ai commencé à étudier 2 licences, une en sciences politiques et une autre en économie et gestion. Et moi, j'aime bien étudier en fait. Enfin vraiment, j'étais contente, mais j'avais toujours dans ma tête que je voulais être chanteuse. Et comme je faisais 40 heures de cours et c'était beaucoup, il y a eu une petite frustration dans moi. J'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis pour finir ma licence en économie. Et j'ai choisi la Nouvelle-Orléans. Wow. Parce que c'est la ville du jazz. Et c'est là où, dans une ville où la musique c'est le centre de tout, où la musique c'est vraiment ce qui fait la beauté de la ville, où les musiciens ils sont respectés, où les musiciens sont vraiment la valeur qui se doit en général. Je me suis dit mais c'est ça ce que je veux en fait. Mais vous savez quand vous avez un rêve, mais que le rêve il est là, mais dans l'action il n'y a pas beaucoup d'action dans ce sens-là. J'étais genre, mais merde, qu'est-ce que je suis en train de faire à part chanter par-ci par-là dans des petits trucs. Mais du coup, je me suis mis à chanter dans des petites open mic. Et quand je suis revenue pour finir ma licence de sciences politiques en France, j'ai commencé à chanter dans des bars, j'ai commencé à me bouger pour connaître des musiciens. J'ai commencé à intégrer aussi une petite orchestre de salsa. Vraiment à me bouger pour aller dans cette direction. Et puis du coup, j'ai décidé de faire mon master à Paris parce qu'à Paris, il y a toutes les opportunités. J'étais à Lyon, c'est ça ? J'étais à Lyon, ouais. Et à Paris, j'ai décidé aussi de faire mon master en behavioral economics, c'est économie comportementale, mais je voulais avoir l'expérience dans une boîte musicale liée à la musique. Et du coup, j'ai travaillé chez Universal Music pendant 3 ans et demi. J'ai commencé avec un stage. J'ai pas pu finir mon master parce qu'ils m'ont embauchée. Du coup, c'était très très cool. C'était une expérience qui m'a permis de connaître l'industrie musicale et de vraiment me dire ouais c'est là en fait. Mais moi je voulais chanter
faire partie de l'industrie musicale, c'est pas chanter. Enfin, c'est pas chanter, c'est lié au business qui est à côté, quoi. Et du coup, je me suis dit, il faut que comment je fais, parce qu'avec mon visa et tous les problèmes des migrants, c'est ça. T'as fait Campus France pour venir ici, en France? J'ai fait Campus France, c'est la visa. Le dispositif qui permet effectivement des étudiants de venir. C'est ça. Okay. Exactement. Et du coup, j'avais mon visa de travailleur. Et une fois que j'ai eu ma nationalité, que ça m'a pris beaucoup de temps de ramer. Là, je fais des bruits avec mes mains. Une fois que j'ai eu ma nationalité, en fait, j'ai décidé de démissionner pour vraiment mettre tout mon cœur et mon âme à la musique, quoi. Ok. Du coup, voilà, c'était un chemin long, mais voilà. Et ça fait 1 an que j'ai démissionné. Et du coup, là, j'ai sorti Actitude et tout ça. Bah, en 1 an, on a vu le travail. Hein. En un an, ça t'a fait Mais quand on a l'opportunité, en fait, des fois, on a un rêve et on n'a pas le visa. Et on se dit, putain, là j'ai le visa, genre j'ai pas d'excuses, bam, bim, bam, boum. C'est le moment, Tout le monde a eu en tête Visa por un sueño de Juan Mais Luis c'est Guerra. trop saga. Buscando visa para un sueño. Nos auditeurs, visa para no volver. Je vous invite à aller écouter cette chanson classique du dominicain Juan Luis Guerra, et une chanson magnifique. Et qui reflète la réalité de beaucoup de gens. De beaucoup de latinos qui n'ont pas les papiers. Mais du coup, il faut pas, moi, tous les latinos ou migrants, qui ce soit, qui n'ont pas le papier, et en fait, c'est chiant, c'est dur, mais il faut persévérer parce que le prix qu'il y a derrière, c'est un côté de liberté et fort, quoi. Et d'ailleurs, j'ai fait une chanson qui s'appelle La Perla qui parle de ça. Et du coup, là, on parle de ça, mais bon... Le moment où tu arrives en France, on va dire que c'est un peu le plus facile. Enfin, quand tu arrives et que voilà. Mais vraiment, genre, te retrouver dans un pays qui n'était pas le tien, arriver... tu parlais déjà français, mais du coup, comment tu l'as vécu, toi, ce changement Ce déracinement, un peu. Bah, après, tu avais déjà vécu à la Nouvelle-Orléans, donc peut-être que tu savais déjà un peu ce que c'était migrer quelque part. Et moi, je suis venue en premier en France. Après, d'accord, ok. Pour moi, il y a eu quelque chose de très très important. Moi, j'étais dans un lycée français. Et dans le lycée français, je pense que tu as déjà un avantage qui est assez fort. C'est que tu as tous tes cours en français, tu as passé le bac, etc. Mais dans le lycée français, tu as passé le bac, tu as étudié, mais tu n'as jamais parlé avec tes copains en français. Enfin, tu n'as jamais fait de l'administration française. Tu n'as jamais, je sais pas, se débrouiller dans un autre pays. C'est un autre monde, et je suis beaucoup plus admirative des gens qui ne viennent et qui ne connaissent rien à la langue, parce que moi j'ai déjà eu un avantage qui a été très dur pour moi. Et d'ailleurs, moi je me souviens, moi j'adore participer dans les cours, etc. Ça m'a pris 3 ans d'être à l'aise, et juste par le fait que je me suis forcée à ma 3e année, j'ai dit c'est pas possible que tu parles pas en cours. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu vas t'obliger à dire au moins un mot. Tu lèves la main et tu vas dire quelque chose parce que c'est honteux. Mais c'était pas facile. J'ai eu aussi la chance qu'il y avait des amis qui sont venus à étudier ici, et c'est la famille qu'on choisit, quoi. Et l'amitié, pour moi, ça a été vraiment le plus important pour que l'intégration se passe d'une bonne manière, en fait. Ok, t'as su bien t'entourer pour faciliter un peu les choses. Et il faut être avec le cœur ouvert, c'est-à-dire que, par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote, pas très longue parce que sinon je parle trop, mais quand je suis venue, je pleurais dans l'avion. 18 ans, tu laisses toute ta famille. À l'époque, j'avais aussi un copain et tout. 12 heures de vol, j'étais à côté de quelqu'un. Moi, je pleurais, mais comme une... Et je dis, mais ce mec à côté de moi, il voit une petite fille en train de pleurer, il dit rien. C'était un quoi? C'était un équatorien ou un français? Non, c'était un étranger. Ok. Et du coup, je me suis dit, je suis à côté de quelqu'un pendant 12 heures dans un vol. Il me voit pleurer, il dit rien. Ce connard. Après, j'ai dit, mais quand même, je suis à côté de lui, je veux lui dire bonjour. Je lui dis bonjour. Et là,
un petit Suisse se réveille et il parle je suis désolée, je voulais pas t'embêter, mais ça va et tout ça. Et je me suis dit, peut-être c'est pas le fait qu'ils ne disent rien, c'est le fait qu'il y a soit la timidité, soit on ne veut pas embêter, soit... Et du coup, je me suis mis dans la tête, en fait, il faut se rapprocher aux gens et il faut juste commencer la conversation, quoi. Oui. Ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que surtout en Europe, parce que c'est pas du tout le même protocole. Ça m'était à côté de... surtout un Suisse, quoi. Ouais, c'est ça. Mais de ouf. Le plus respectueux, le mec, il était genre... Si ça avait été une mamita équatorienne, j'aurais dit, ¿qué pasa, mi amor? T'en donnais à manger. C'est vraiment un autre protocole de sociabilisation ici. Ay, mi amor, non, que te pasa? De ouf. Bon, et du coup, là, tu parlais des relations amicales et tout, mais il y a aussi une relation amoureuse qui s'est créée ici en étant en France. Yes. Et donc, c'est avec Mathias Di Giusto. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Avec plaisir. Tout à l'heure, je t'ai présenté en disant que tu es producteur, tout ça, mais tu es principalement en fait guitariste. Ouais. Et ma première question, c'est est-ce que dans ta famille, déjà, il y avait des musiciens? Comment ça se passait un peu à la maison? Bien sûr. Mon papa, il est venu, en gros, il est venu quand il avait 22 ans, je crois, en France. Il est parti d'Argentine. Il a lâché tout ce qu'il avait. En tout cas, lui, il faisait déjà du piano et tout. Il faisait déjà de la musique là-bas, mais pas professionnellement. D'accord. Et en fait, il avait fait d'autres études carrément. Lui, il était plutôt ingénieur, mécanicien et tout, donc rien à voir. Et en fait, et il avait déjà un bon poste et tout. Et il s'est dit non, mais il faut que. Il avait un plan en fait par un pote musicien avec qui il avait un groupe, et je crois que son oncle, il était déjà en France, et bref, il y avait un pied-à-terre ici, tu vois. Et du coup, il a tout lâché, il a dit à son chef, ouais, je vais partir là-bas, je vais faire de la musique et tout. Ah, donc il est parti pour la musique. Ah ouais, il est parti vraiment pour la musique. Waouh, à 22 ans, ouais. hop, on y va. Alors que son chef, apparemment, pour la petite histoire, genre, apparemment quand il a dit ça à son chef, il a dit, putain, c'est dommage, j'avais un contrat d'augmentation et tout pour toi. Il a dit ouais, mais bon, je vais vraiment faire ça. Et ma mère l'a suivi. Ah, ils se connaissaient déjà du coup. Oui, mes parents, c'est... Et de quelle ville, de quelle région? De Cordoba, capitale. Le gars. De Cordoba. T'es obligé de dire comme ça. T'allais poser une question juste avant, c'était ouais, je pour voulais la savoir de quel, justement parce que de quel coin, ça permet aussi peut-être d'avoir des auditeurs qui vont découvrir des nouvelles villes, régions d'Amérique latine, des pays particulièrement. Ok. Et là, tu nous parles en fait de quelle année? C'était en quelle année ça? 84, je crois. Ok. Et toi, t'étais... Non, t'étais pas encore né. Ah non, toi, pas du tout. Ok. Ouais, pas si vieux. Non, mais... Ah, moi, il y a des gens qui font très jeunes. Hein. T'es né en 91 pour de vrai? Ouais. Ah bah voilà, moi je suis de 90, je suis plus vieille que toi. Ouais. Du coup, ok. Et ils sont venus ici, donc tous les deux en même temps, ou ton papa est venu d'abord et après... Il est venu un peu d'abord, mais ma mère elle est venue genre 2-3 mois après. Ok, et ta maman, musique aussi ou pas du tout Non, elle a toujours aimé ça aussi. Elle a fait de la danse pas mal aussi quand elle était plus jeune. Mais après, quand elle est venue ici, elle s'est un peu reconvertie. Elle a beaucoup travaillé dans le social et tout, dans des organismes de réinsertion et tout. Elle a beaucoup fait ça. Et après, là, récemment, elle s'est totalement reconvertie encore. Elle est prof de Qigong et de gym douce et tout. Ok. Trop cool. Et du coup, comment c'est ton papa qui t'a initié du coup à la musique? Alors, lui, il arrive en France. Et là, il commence avec le groupe. Plus ou moins. Non, c'est jamais ça. C'est jamais comme prévu en fait. Bref. Du coup, bon, il a commencé à se débrouiller et tout. Mes parents, je crois, ils ont eu pas mal d'années de galères de migrants, quoi. Donc, il a joué dans le métro. Ouais. C'était. Il vivait un peu chez des gens, chez d'autres gens, comme ça. Et mon père, il était à fond sur son piano, il est pianiste, quoi. Et du coup, ouais, il allait étudier et faire un peu d'argent aussi en même temps dans le métro. Okay. Il jouait comme ça, et ma mère, je sais pas, elle allait faire du babysitting, ou après aussi elle a commencé à donner des cours d'espagnol
contre de l'argent, mais aussi contre des cours de français en fait en même temps. Ok. Parce que mes parents aussi, pareil, ils savaient pas du tout parler français à la base. Et voilà, après mon père il a commencé à évoluer un peu plus dans le milieu musical et à l'époque en plus, même si là ça revient un peu, mais à cette époque-là, la musique latine était quand même plus forte que. Oui. Il y a eu un creux après un moment, mais Ouais. dans les années 90 et tout, c'est. Avec c'était la super Fania fort. All Star, tout ça, il y avait beaucoup de salsa en fait. C'est Ouais, là exactement. que est né entre guillemets Judy Buenaventura, Ouais, qui faisait de la salsa en français. Il y a vraiment eu tout un engouement exactement. avec la Et salsa. mon père était un peu là-dedans aussi, parce qu'à Ok. un moment, il est rentré dans l'orchestre de Orlando Poleo, qui à la base, il y avait Yuri en fait Mhm. qui chantait avec eux. Et puis même, il y avait dans la rue des Lombards et tout ça, avant, il y avait le trottoir de Buenos Aires aussi. Oui. Donc il y avait beaucoup de musique latine, de salsa, mais aussi de tango, de plein de trucs en fait. Ouais, c'était vraiment une époque très latina et là c'est revenu bon d'une autre façon hein, mais Ouais. Vamos cette époque-là. a conquérir. Maintenant, ça fait peur. Il y a des articles qui sortent genre le Perreo, la nouvelle musique qui No fait peur way. aux parents. Ah ouais? Ouais. Les nouvelles danses qui font peur aux parents. Ok, bah, super intéressant. Et donc là, ils ont à peu près 7 ans avant ta naissance. T'as des frères et sœurs qui sont... Ouais, mon frère. Il est né avant? Un grand frère, il est né devant. Ok, et lui, musique ou pas musique? Il a fait de la musique aussi longtemps, du piano aussi. Ok. J'ai dû faire, je sais pas, une dizaine d'années de conservatoire aussi. Waouh, ok. Et après, lui, il a pris l'autre phase de mon père, on va dire. Lui, il a continué plutôt Ingénieur. ingénierie et tout Ok. ça. Et moi, j'ai pris l'autre côté. Et du coup, t'as fait un conservatoire? Ouais. T'étais où d'ailleurs J'étais ici, d'abord en au France conservatoire de Rosny-sous-Bois où j'habitais avec mes parents. Mm. Et après à Montreuil Ça marche. où j'ai fait des allers-retours en fait. Quand j'étais tout petit, jusqu'à mes 6 ans, j'ai habité à Montreuil. Après à Rosny-sous-Bois. Hmm. Et après, j'ai fait le conservatoire aussi à Montreuil. Donc t'es un produit du 93. Ouais, exactement. Je suis né au Lila et tout. Ouais, je suis pur produit du 9-3. Mais du coup, la musique chez toi, ça a été ton papa qui t'a initié vraiment, qui t'a mis dedans? Ou alors toi, en le voyant, t'as voulu... Ouais, je pense que c'est plus ça, ouais, peut-être. Ok. Ça t'a donné envie et c'est... Enfin, quand on est petit, je sais pas de quelle façon on peut demander mes mots au conservatoire. Mais du coup, peut-être il a vu que t'aimais ça et... Ouais, je pense, ouais. Ouais. Je pense que même avec mon frère, on avait tous les deux de l'intérêt là-dedans. Et en plus, je sais pas, il y avait ce truc-là dans la culture latine et tout, les enfants ils suivent les parents tout le temps partout et du coup on allait dans toutes les fêtes et tout, ouais, dans tous les concerts. Tu t'es retrouvé à dormir sur des chaises. Oui, même en plein milieu d'une fête, moi je dormais par oui. terre. Après la pignate. Hein. Ouais, non mais Avec les cousins et tout. c'est ça. Et là, Genre, en fait, c'est drôle parce qu'ils nous éduquaient tellement comme ça, on était entraînés au moment où, au bout d'un moment, je disais à mon père, bon, bah, je vais me coucher, et puis je trouvais un endroit où me coucher, je Ouais, savais qu'il allait continuer à faire la fête, quoi. c'est ça, il n'y avait aucun problème pour ça. Et ça me pose problème aujourd'hui parce que j'ai toujours envie de rester jusqu'à la fin de fête. Tu vois, je suis le dernier à partir. De ouf. Ça me rappelle une anecdote quand je suis parti au Pérou pour ma première fois, j'avais 7 ans. Et on fait mon anniversaire là-bas et je me souviens qu'on prend un clown, tu vois, j'avais jamais eu de clown en France à un anniversaire. Et on avait pris un Mickey Mouse, un mec avec une grosse figure Ouais. de Mickey Mouse. Il s'était endormi en plus, donc on voyait genre le Mickey Mouse comme ça sur le côté. Mais je me souviens qu'il y a des cousins qui viennent et tout, et puis après je vois des gens que je connais pas. Et je demande, ouais papa, c'est qui? Il dit, ah c'est des voisins, des enfants, des voisins. Tu sais, moi je venais de France, il me disait, mais... Pourquoi il y a des voisins que je connais pas qui viennent à mon anniversaire, tu sais? Et il dit non, ici c'est comme ça ils vont pouvoir profiter de la fête, etc. Je fais, ah ok, d'accord. Cool. Et oui, Ouais. voilà. Bah, Mais encore du une coup, fois. vous êtes tous nés en France. Moi j'étais Ouais. au lycée, tu sais que j'étais au lycée français à Lima, moi. D'accord. Dans les années 2000, j'étais au lycée Ok. français à Lima et je suis venu en France après mon lycée, ouais. Ah, mais toi, t'es pas né en France. Je suis né ici et après je suis parti au Pérou. Ah, d'accord, ok. Voilà. Waouh, cool. Et en fait, pour revenir à ce que tu disais, et toi aussi ce que tu disais, il y a encore un autre exemple de la différence de comment on sociabilise, en fait. Parce qu'en Amérique latine, on exclut... Enfin, je sais pas si on peut parler d'exclusion, mais on invite tout le monde. Ah oui. On s'en fout. Et moi, Ah oui. souvent, ici en France, avec mes potes, j'ai souvent eu ce problème-là parce que pour moi, c'était bon, bah, une copine, elle me disait, ouais, on va dîner tel jour, ouais, ok. Et après, j'avais quelqu'un de, ouais, tu fais quoi tel jour? Non, bah, je vais dîner avec ma pote, mais si tu veux, tu viens.
et tu goûtes, avait mon autre pote qui me disait bah non en fait. Ouais. Ouais, à dire à toi. Ouais, bah pas du tout, enfin je t'ai invité toi, on se fait un tête-à-tête et j'étais là genre bah non, on s'en fout, c'est pas grave. Mais tu sais, en Amérique latine, quand tu dis invité, c'est toi qui payes normalement aussi, tu sais, quand on dit te voy a invitar. Genre on dit, c'est toi qui t'invite. Alors qu'ici, ça va pas dire la même chose. Ça veut dire non, je t'invite à venir, mais c'est toi qui vas payer. Ouais, c'est vrai. C'était la première partie de notre 2e épisode. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour la 2e partie sur La Casa, le podcast latino. Bienvenidos a La Casa.